Alors vous avez l'habitude, nous sommes dans la deuxième partie de la leçon vouée à l'État. Nous traitons ici la dissertation « L'État est-il l'ennemi de la liberté ?» Alors l'État est-il l'ennemi de la liberté? On doit voir dans cette première partie en quoi la raison d'être de l'État, au contraire, consiste à garantir la liberté de tous à travers trois séquences. Tout d'abord, l'État en tant qu'il est un obstacle, la liberté naturelle des individus, puis une deuxième séquence dans laquelle on va montrer que l'État rend tout simplement la liberté impossible, ce qui est fâcheux, et enfin une dernière séquence où on établira au contraire de quelle façon le pouvoir politique peut rendre néanmoins cette liberté concevable. Première séquence, donc, l'État comme obstacle à la liberté naturelle donc, des individus. On peut convoquer ici le texte de von Mises, critique de l'interventionnisme. Dans les sociétés modernes, nous dit-il, l'État n'est pas seulement une autorité politique, il n'a pas pour seule fonction d'exercer sa souveraineté sur un territoire donné, comme le dit Max Weber dans Le savant et le politique par exemple. Il est aussi, et surtout cet État, un appareil administratif, c'est-à-dire une institution réunissant un ensemble de techniciens et d'experts. En ce sens, d'ailleurs, il assure des fonctions très diverses, juridiques, économiques, éducatives, sanitaires, culturelles, etc. En témoigne d'ailleurs la présence des différents ministères au sein d'un État, et de ce fait, il supervise le fonctionnement de la société en corrigeant ce qu'il estime être des dysfonctionnements. Deuxième séquence, l'État et la liberté impossible. L'intervention de l'État, on vient de le dire, dépasse le domaine de l'économie et va parfois jusqu'à l'imposition, littéralement, d'un monopole idéologique par le biais des appareils éducatifs et des médias notamment. Ainsi, selon Raymond Aron, dans « Démocratie et totalitarisme », l'exemple historique du régime nazi montre l'ampleur que peut atteindre ce monopole idéologique. En effet, dans cette situation historique, l'aliénation des individus est totale. Leur liberté politique est inexistante, il n'y a qu'un seul parti, et donc le pluralisme des valeurs est tout simplement interdit. La défense d'ailleurs de leurs libertés professionnelles et économiques est déterminée alors par des corporations, lesquelles sont soumises à l'État, et du coup leur liberté d'expression à ces individus se réduit à la soumission aux normes qui peuvent être culturelles, esthétiques, philosophiques du régime en place. Troisième et dernière séquence dans cette première partie, le pouvoir entend néanmoins qu'il rend la liberté possible et concevable. Lorsque l'État s'assure le monopole de toute activité sociale, politique, économique, culturelle, il opère une fusion totale avec cette dernière, alors qu'il est au départ simplement un appareil distinct de celle-ci. L'État ne représente plus de ce fait le peuple, mais littéralement se substitue à lui, thèse qu'on retrouve dans Démocratie et totalitarisme de Aron. Dans cette situation, l'aliénation des individus est totale, elle est physique, psychologique, même morale. Ainsi que l'observe Hannah Arendt dans son ouvrage « Le système totalitaire », l'extrême représenté par le totalitarisme montre que même un État de droit peut, en dépit des mécanismes de protection institutionnelle, la séparation des pouvoirs, le respect du pluralisme des valeurs, dériver vers une forme pervertie et devenir, au sens propre, l'ennemi de la liberté. Dans cette deuxième partie, nous voyons en quoi les formes d'État peuvent être perverties. Trois séquences. La première sur l'emprise progressive de l'État sur le fonctionnement de la société. La suivante qui va nous permettre d'établir en quoi, dans certaines périodes historiques, il y a un interventionnisme étatique qui peut se transformer d'ailleurs en emprise idéologique. Puis nous terminerons par l'intervention de l'État en tant qu'elle peut conduire à l'aliénation totale, cette fois-ci, des individus. Donc première séquence, l'emprise progressive de l'État sur le fonctionnement de la société. Alors l'État, dans ses interventions, remet en cause évidemment la liberté des agents économiques. Alors cela peut se faire à des fins apparemment morales, il s'agit de redistribuer des richesses, d'assurer la sécurité de l'emploi, de réaliser des aides sociales, etc. Et en effet, le jeu des échanges et de la production, soit les différents marchés économiques, constitue selon certains économistes un ordre qui s'autorégule spontanément sans qu'il soit nécessaire d'intervenir à son sujet. C'est la thèse célèbre d'ailleurs de la main invisible qu'on trouve dans le texte sur la richesse des nations en 1776 d'Adam Smith. Mais plus que cela, l'intervention extérieure sur cet ordre spontané perturberait ces mécanismes et pourrait produire des effets pervers, entraînant eux-mêmes un dysfonctionnement généralisé. C'est ce qu'on appelle par exemple les fameuses crises économiques.
Deuxième séquence, donc dans certaines périodes historiques, il y a un interventionnisme étatique qui peut aller jusqu'à se transformer en une véritable emprise idéologique. L'intervention de l'État dans ce contexte dépasse le domaine de l'économie et va parfois jusqu'à l'imposition d'un véritable monopole idéologique par le biais des appareils éducatifs ou des médias. Ainsi, on peut citer l'exemple du régime nazi qui, dans l'histoire, a permis la constitution de ce monopole idéologique et qui a exercé une emprise, y compris jusqu'à la vie privée des individus. Dernière séquence, donc l'intervention de l'État en tant qu'il conduit à l'aliénation totale des individus. Lorsque l'État s'assure le monopole de toute activité, il opère donc une fusion avec cette dernière strate, alors qu'il n'était au départ qu'un appareil séparé d'elle. L'État ici devient plus que le peuple, il prend sa place littéralement, et dans cette situation, il amène à une sorte de folie totale par laquelle les citoyens sont broyés, ils perdent leur singularité et deviennent une sorte de masse amorphe, dont Gustave Le Bon a dit dans La psychologie des foules qu'elle est ployable en tous sens. Selon Pierre Clastres, dans La société contre l'État, le type de société en question est donc la preuve que l'État n'est pas une nécessité absolue pour la survie et le bien-être d'une société. La liberté des membres d'une communauté, d'ailleurs, semble mieux protégée par l'absence de pouvoir centralisé et séparé. Lorsqu'une société organisée produit elle-même son propre fonctionnement, sans le secours d'une institution contraignante distincte, c'est-à-dire l'État, les lois communes découlent des membres de cette société, ils obéissent donc à leurs propres lois, ils sont autonomes et quelque part ne s'en portent pas plus mal. Nous avons vu dans un premier temps que le principe de l'État était de garantir une vie sociale collective pacifique pour tous, thèse que nous avons nuancée dans un deuxième temps, montrant que néanmoins, et hélas, certainement, il existe tout de même des formes d'État pervertis qui ne remplissent pas cette mission. Il faut, dans un troisième temps qui paraît assez logique, tenter de sauver l'État, oserais-je dire, en montrant qu'il y a inscrit en lui la question de la représentativité et que celle-ci, qui est nécessaire, néanmoins, permet de penser l'origine d'un écart entre le droit et le fait. Alors à travers deux temps d'exposition, le premier où on établira l'État comme un instrument de domination, qui serait au service donc de la classe dominante, puis le dernier où on abordera le problème historique de cette représentativité. Première séquence, l'État comme instrument de domination, un instrument qui serait au service de la seule classe dominante au détriment des autres individus et des autres classes. Si l'État en vient parfois à menacer la liberté, c'est parce qu'il est soumis aux intérêts privés, au lieu de servir, comme il le devrait, le bien commun. Il préserve la pleine liberté de certains, dans ce cas, au mépris de la liberté de tous. Il s'agit donc d'un problème de représentativité du peuple. Le lien entre les intérêts privés des classes dominantes et la politique de l'État est trop important pour permettre une telle représentativité alors. Friedrich Engels, dans L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État, part d'un constat. L'État n'est pas un appareil extérieur à la société, dit-il, qui viendrait se greffer sur elle, mais à l'inverse, il émane de celle-ci. Il n'apparaît donc pas, cet état, brusquement du jour au lendemain, mais découle en quelque sorte d'un long processus de sédimentation historique, Engels parle de stade de développement, qui l'a rendu nécessaire. Les conflits de classe, liés à la hiérarchie propre à un mode de production économique donné, ont donc imposé le recours à un État, davantage que celui-ci n'est apparu naturellement. Dans une deuxième séquence, il faut donc voir quel est le problème historique posé par cette représentativité. Certains constats historiques semblent montrer la capacité de l'État positive, a priori, à se réformer dans le sens d'une meilleure représentativité et donc d'un plus grand respect de la liberté des peuples. On peut penser à la sécurité sociale, aux réformes économiques, etc. Mais la question de l'emprise des groupes de pression, les différentes classes sociales, les groupes, les entreprises, les ethnies, sur l'État existe toujours. Comment alors, dans ces conditions, préserver un rapport sain entre État et liberté? Seule l'unité politique qui fait qu'un peuple est un peuple, et non pas une simple multitude, peut préserver l'État des différentes dérives évoquées. Dans une démocratie, l'État, rappelons-le, c'est le peuple, et c'est donc dans l'attitude du peuple que se situe le salut, ou à l'inverse, la véritable menace pour la liberté. C'est en ce sens que Tocqueville, dans son texte « De la démocratie en Amérique », montre que le principal danger des institutions démocratiques vient de leur propension à générer un repli individualiste. En effet, en parvenant à égaliser les conditions sociales, la démocratie, qui paraît positive a priori, installe les individus dans une forme de confort qui,
en définitive, va exacerber leur souci du bien-être, favorisant par conséquent le désintérêt pour le reste de la société. Les individus se tournent alors vers leurs seuls désirs égoïstes et vers ceux de leurs proches. Ils se détournent pour le coup des affaires publiques, c'est-à-dire de la politique de l'État, laquelle est pourtant censée les représenter et non pas se substituer à eux. En d'autres termes, ces citoyens abandonnent leur rôle de citoyen. Les citoyens dont on rappelle, kiwis en latin, qu'il est littéralement celui qui participe à la vie de la cité, et ils deviennent de simples membres passifs d'une société dans laquelle ils vivent, sans désormais chercher à la questionner et encore moins à la gérer. On osera dire que c'est le début de la fin. Alors mon conseil sur cette notion d'État au sein de notre MOOC philosophique, c'est de rappeler le concept de raison d'État qu'il est intéressant de mettre en avant. En effet, l'État régalien peut se prévaloir d'une sorte de principe de sécurité nationale pour faire passer pour légal ce qui est illégal par principe et pour moral ce qui est pourtant illégitime. On peut penser aux écoutes téléphoniques de tel ou tel journaliste par un ancien président de la République française. Dans ce contexte, la raison d'État, certes, doit invoquer une sorte d'urgence ou une nécessité pour faire une entorse au principe de la légalité, mais alors on voit bien que se profile tout un ensemble de questionnements et de doutes quant à ce qui légitimerait parfois le recours à ce principe de la raison d'État. On peut d'ailleurs évoquer ici, en clin d'œil, la formule de Coluche, qui ne manquait pas d'humour. La raison d'État, disait-il, c'est souvent d'état de raison.